Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au F-35. Le but de cette vidéo, c'est de réagir un peu à la décision de la Suisse d'avoir choisi le F-35. Alors ce ne sera pas une vidéo dans le but de dire est-ce que le Rafale était meilleur que le F-35 ou pas. C'est pas du tout l'objet de la vidéo. Non, l'objet de la vidéo, c'est de vous expliquer ce qu'est le F-35. Pourquoi cet avion est assez novateur sur pas mal de points, pourquoi il fait tellement débat. Mais avant ça, ce qu'il faut, c'est que je vous explique déjà un petit peu quelles sont les différentes versions, puisqu'il y a 3 versions de cet avion. Vous avez F-35A, F-35B et F-35C. Donc on va déjà vous présenter un peu ces différentes versions, parce que c'est important de le savoir, parce que c'est également à la base de tous les problèmes auxquels l'avion fait face actuellement aux États-Unis. Et pour cela, je me suis plongé dans les rapports américains, notamment du Congrès et du GAO, qui est le groupe qui suit les avancées du programme. Et vous verrez que du point de vue financier, budgétaire, ce programme pose de gros soucis aux États-Unis. Et ce n'est pas sans impacter les clients export, et donc forcément ça risque d'impacter la Suisse. Donc le F-35 super chasseur ou boulet, eh bien je vous emmène avec moi dans cette vidéo pour vous donner un aperçu de tout ça et vous faire votre propre opinion. Alors on va commencer d'abord par présenter le F-35, donc répondre à la première question qui est qu'est-ce que le F-35 ? Le F-35, c'est un avion qui a été conçu pour remplacer au départ la quasi-totalité des avions de combat en service dans l'US Air Force, l'US Navy et l'US Marine Corps. Donc sur le principe, l'idée est excellente, c'est d'avoir une base commune aux 3 armées, et le but étant forcément de diminuer les coûts plutôt que chaque armée crée son propre avion, et au final ça revient plus cher. Sauf qu'en fait, on va voir que dans le cas du F-35, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé, tant les dérives budgétaires ont fait grossir en fait le coût du programme. Ce qu'il faut comprendre, c'est la doctrine qui était envisagée à l'époque. À l'époque, l'US Air Force partait sur du tout furtif, c'est-à-dire des F-22 qui assuraient la dominance aérienne et le F-35 qui avait pour vocation l'attaque au sol. Le F-35 n'est pas à proprement parler un chasseur, c'est avant tout un avion d'attaque au sol. La furtivité à l'époque était vue comme une nécessité évidente face à la prolifération des défenses solaires, ce qui pouvait parfaitement s'entendre. Ce qui est quand même concevable un peu aujourd'hui, mais on commence à revenir un peu dessus sur la furtivité. Le projet était particulièrement ambitieux, la même cellule devait pouvoir être déclinée en version d'avion de combat terrestre, embarqué sur porte-avions et en version Vestol dans le but de remplacer le arrière. Il était considéré comme le remplaçant du F-16 avec un potentiel de vente à l'export qui était très important. Très tôt, les États-Unis ont tenté d'engager les pays européens dans la phase de développement afin, faut pas se le cacher, de tuer tout projet d'avion de combat européen. Le but c'était ça, c'était d'imposer ensuite le F-35 à quasiment tous les pays européens. Et ils y sont pas trop mal arrivés quand même. Voilà. C'est ainsi que plusieurs pays qui utilisaient des arrières, notamment, ils n'avaient pas d'autre choix que d'envisager cet avion. C'est le cas de l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni. On en parlera un peu à la fin en conclusion, pour voir la position de ces différents pays par rapport au F-35 aujourd'hui. Eh bien, ils commencent un petit peu à grincer des dents. Pour les pays possédant des F-16, la Norvège, la Hollande ont rapidement suivi en injectant des fonds dans la phase de développement dans le but d'avoir, in fine, un avion moins cher, en se disant je paye un ticket d'entrée pour avoir derrière mon avion moins cher. Sauf que le ticket d'entrée il a été payé, mais l'avion au final il était beaucoup plus cher que ce qui était prévu. La Belgique a également approuvé le F-35, on en parlera un petit peu dans la vidéo, principalement pour pouvoir utiliser la bombe nucléaire B-61. Le Danemark également fait partie de ces pays, et plus récemment la Suisse, avec des raisons qui ont fait débat,
et que nous aborderons un peu en fin de vidéo. Voyons à présent les différentes versions du F-35. On l'a dit, l'avion est décliné en 3 versions. On va retrouver le F-35A, le F-35B et le F-35C. Le F-35A, c'est la version de base, qui est la version US Air Force. Particularité, c'est la seule équipée d'un canon interne. Alors, cependant, des vibrations ont été constatées lors des tirs canons par le constructeur. Ils ne parviennent pas à corriger justement ces problèmes, au point que l'US Air Force a décidé de restreindre carrément l'utilisation du canon, ce qui est quand même un comble pour un avion de combat. Et pour l'instant, on ne sait pas trop où ça en est. Est-ce que les problèmes sont en passe d'être corrigés? On a plus l'impression que ces problèmes ont été mis un peu sous le tapis. On verra peut-être plus tard, mais visiblement il y a d'autres priorités sur l'avion qu'il faut corriger. On va le voir plus loin. Alors les autres versions du F-35 peuvent emporter une nacelle canon en ventrale. Autant dire que cela dégrade quand même fortement la furtivité de l'appareil. C'est quand même assez surprenant qu'ils n'aient pas choisi de conserver quand même un canon pour leurs avions, du moins pour l'US Navy et l'US Marine Corps. Ensuite, autre particularité de la version de l'US Air Force, c'est que l'avion est équipé d'un réceptacle de ravitaillement, comme on retrouve sur tous les avions de l'US Air Force. Le F-35B, qui est la version VSTOL, donc Vertical Short Takeoff and Landing, c'est la version qui comporte le plus de complexité. Alors, vous avez une soufflante verticale qui est intégrée dans la cellule et une tuyère qui bascule vers le bas. Et forcément, on se doute, cet avion, il est destiné à remplacer les arrières à décollage et atterrissage vertical. Voilà. Petit inconvénient sur cette version, c'est que sa capacité en carburant est plus faible que la version de l'US Air Force. Voilà. L'appareil est également équipé d'une perche de ravitaillement escamotable. Ce n'est pas le même dispositif que l'US Air Force. Le but étant de pouvoir ravitailler dans des systèmes de panier comme on a dans les avions français. Voilà. Dernière version, le F-35C, version embarquée pour l'US Navy. Elle dispose de quelques différences, notamment au niveau de l'aile et des surfaces de contrôle qui ont été agrandies. On peut voir sur le comparatif de l'image, pour permettre justement des vitesses d'atterrissage plus faibles. Et le train d'atterrissage est également renforcé pour les opérations sur porte-avions. On a également une crosse d'appontage qui est placée dans un logement caréné pour ne pas entacher la furtivité de l'avion. Là encore, comme la version décollage vertical, l'appareil est équipé d'une perche de ravitaillement escamotable, qui est le dispositif de ravitaillement utilisé dans l'US Navy. Donc, comme vous pouvez le voir donc, sur l'image que vous avez là, on a donc 3 versions qui se ressemblent en apparence, mais chacune a ses particularités et ses propres complexités. Le F-35B, on a dit, c'est celui qui va emporter le moins de carburant. Donc on le voit sur le combat radius, c'est-à-dire le rayon d'action. Il a eu un rayon d'action de 520 miles contre 680 pour le F-35A, 690 pour le F-35C. Alors, la capacité en carburant, elle est identique sur le F-35A et C. C'est juste des notions de calcul de rayon d'action qui sont un peu différentes entre l'US Air Force et l'US Navy. Voilà. Au niveau de la masse, on voit également que le F-35B a une masse armement de 15 000 livres, alors que les autres versions ont 18 000 livres. Donc vous voyez que la version du F-35B est quand même plus lourde et donc elle permet d'emporter moins d'armement aussi, ce qui est logique. Maintenant qu'on a vu les différentes versions, on peut se poser la question de quel est le coût des versions. Il faut savoir que le prix initialement prévu de l'avion était dans les environs de 80 millions de dollars. Aujourd'hui, on n'est pas du tout à ces prix-là. Dans ce tableau qui est ici justement des rapports sénatoriaux, vous avez le prix des différents avions F-35A, B et C, et c'est le prix moyen pour les avions achetés en 2021. Il faut savoir que chaque commande qui est passée chaque année est négociée et en fonction du nombre d'avions. Plus vous avez un nombre d'avions important, plus forcément le prix va baisser.
Sur un lot de 48 F-35A commandés par l'US Air Force donc pour 2021, le prix moyen est estimé à 110 millions de dollars. Et on voit bien sûr que la version la plus complexe, le F-35B, est estimée à 135,9 millions de dollars. Et la version navale à environ 100,9 millions de dollars. Donc on est sur un prix qui est quand même plus élevé que ce qui était initialement prévu. Il faut savoir que même 80 millions de dollars, c'est quand même plus cher qu'un F-16. Donc on a un avion qui est relativement cher. Et le constructeur a beaucoup de mal à faire descendre les prix. Ce qu'ils espèrent, c'est d'augmenter la production, parce que pour l'instant, on va le voir, la production est à un rythme ralenti, parce que l'avion n'a toujours pas été validé sur pas mal de points pour pouvoir passer à la cadence de production normale. Et donc, bon, forcément, comme on produit moins d'avions, le prix unitaire de l'avion, il est forcément plus cher. Alors, le dépassement du coût par version, ça aussi c'est intéressant, c'est des choses qu'on a dans les rapports justement américains. Donc tout ça c'est public, c'est à la disposition de tout le monde. Les dépassements du coût par version, il est de 68 millions de dollars pour le F-35A, 98 millions de dollars pour le F-35B et 83 millions de dollars pour le F-35C. Alors ces valeurs-là, elles sont données hors inflation depuis 2012. Donc il faudra aussi revoir un peu ces prix-là à la hausse. Donc vous voyez que c'est quand même un avion qui a un dépassement de budget qui est quand même assez important. Alors sur la version à décollage vertical, ça peut se comprendre parce que c'est un avion qui est plus complexe, mais toutes les versions sont touchées. Et on verra que les coûts et les dépassements actuels du programme sont en train de s'envoler complètement. Question maintenant, c'est pourquoi un tel avion est si convoité par l'US Air Force et ses alliés. Alors, le F-35 est considéré comme l'avion le plus moderne actuellement disponible sur le marché. Il permet également un accès à la furtivité, ce qui est quand même nouveau pour pas mal de pays. Mais ce ne sont pas tant ses capacités qui représentent un intérêt, mais c'est surtout sa capacité à s'intégrer dans un dispositif international de réseau, notamment dans des opérations aériennes menées majoritairement par les États-Unis. C'est surtout en fait ce point-là. Il faut voir ça un peu comme un ticket d'entrée dans un club un peu fermé. Voilà. C'est un moyen d'accéder à un cercle fermé, d'autant que les USA ne vendront pas l'avion à n'importe quel pays. L'exclusion de la Turquie, après avoir acheté un système Sol-Air russe, en est le parfait exemple. Les Américains ne veulent pas vendre cet avion à tout le monde. Alors, parlons maintenant brièvement de sa furtivité. Du point de vue de la furtivité, l'avion n'est pas aussi furtif qu'un F-22. Sa furtivité a surtout comme avantage de réduire la portée de tir des défenses solaires de type radar, et ainsi de permettre à l'avion de se faufiler plus facilement au sein d'un dispositif adverse. L'avion a donc surtout en fait une vocation offensive. Alors même si la furtivité est aussi utile en supériorité aérienne, ce n'est pas le domaine de prédilection de l'avion. S'il veut conserver sa furtivité, doit opérer au sein d'un réseau et notamment dépendre fortement des AWACS. Ça, c'est la grande particularité de cet avion, c'est que il est prévu surtout d'être intégré dans un réseau et moins d'être utilisé de manière solitaire. Toutefois, pour conserver ses qualités furtives, l'avion ne doit pas emporter d'emport externe. Cela réduit notamment sa capacité d'emport à seulement 2 bombes, ce qui est quand même assez limité. C'est la même capacité de bombe qu'un F-117, même si le F-35 peut également emporter en plus des missiles RR pour se protéger, ce que ne pouvait pas faire le F-117, mais c'est quand même un emport qui est assez limité. Alors, toutes les configurations externes qui sont actuellement testées dans le cadre du programme F-35, c'est bien beau, ça montre que l'avion peut emporter pas mal de bombes, sauf que ça annule complètement l'utilité d'un tel avion, puisque ça rend l'avion plus du tout furtif dès l'instant où on a des armements externes. Parlons maintenant de ses qualités. C'est un avion qui est quand même, il faut le reconnaître, novateur dans bien des domaines.
puisqu'il représente une rupture technologique dans pas mal de points. À commencer par le cockpit. On a une planche de bord avec un écran unique tactile qui donne au pilote une image de la situation tactique qui est très détaillée. Les informations sont notamment représentées le plus possible sous forme graphique, car une image est souvent bien plus rapide à intégrer qu'une série de lettres ou de chiffres. Toutefois, certains pilotes se plaignent du tout tactile, qui dans certaines conditions ne leur permet pas d'appuyer au bon endroit. Ça, c'est quelque chose qui a été remonté par des pilotes, ce qui est quand même un point à corriger. Il faut savoir que dans le cas du Rafale, on a des écrans tactiles sur les côtés, mais beaucoup d'actions au niveau des écrans sont faites sur les boutons au niveau du manche. Autre point novateur qui saute aux yeux quand on regarde le cockpit, c'est l'absence de viseur tête haute, ce qu'on appelle le HUD ou HUD en anglais. Ce HUD, on le retrouve normalement dans tous les avions de combat modernes. Or, dans le F-35, il a été purement et simplement supprimé et intégré directement dans le viseur de casque afin que le pilote puisse savoir les données essentielles de vol, quelle que soit la direction dans laquelle il regarde. Là encore, il y a des retours concernant les pilotes qui ne sont pas totalement satisfaits et qui déplorent quand même l'absence de ce viseur tête haute. Pourquoi ? Parce que l'image qui est donnée dans le casque est moins nette que sur un HUD. Et ils se plaignent notamment d'une certaine latence dans les informations qui sont présentées sur le casque. Alors le casque, il est actuellement utilisé dans la version 2, mais comme cette version ne donne pas satisfaction, il devrait être remplacé, si ce n'est pas déjà fait, par une version 3 prochainement pour essayer de corriger ces points-là. On n'a pour l'instant pas de retour pour savoir si cette troisième version fonctionne mieux. Mais le viseur de casque intègre une fonctionnalité qu'aucun autre avion n'a encore dans le monde. Grâce à des capteurs infrarouges situés en plusieurs endroits de la cellule, le pilote peut avoir une vision sur 360 degrés en 3 dimensions de tout ce qui est autour de l'avion, lui permettant de voir en dessous de lui, par exemple, alors que la cellule lui masquerait la vue en temps normal. Mais ce système, il va encore plus loin. Il serait même capable de détecter des objets et des menaces, comme des départs missiles, ou une éventuelle cible à attaquer, et ainsi de la présenter au pilote dans son casque et de la matérialiser à l'endroit où il regarde. Alors, cela lui permettrait notamment de désigner la cible pour ensuite l'attaquer avec des bombes laser ou à guidage GPS. Alors le système a été testé et il semble correctement fonctionner malgré là encore quelques latences dans le casque. Alors il faut bien comprendre que de tels systèmes aussi complexes sont aussi à la base des difficultés à faire évoluer l'avion aujourd'hui. Tous les capteurs sont fusionnés et le système détermine automatiquement ce qui est pertinent ou pas à présenter au pilote. Alors, les évaluations de ce genre de système, vous comprendrez bien qu'elles sont très complexes, elles sont longues, parce qu'il faut tester ce système dans toutes sortes de conditions. L'infrarouge ne va pas se comporter de la même manière, avec la même efficacité en terrain chaud ou en terrain froid. Donc ça demande des campagnes de tests qui sont très longues. Autre qualité, et non des moindres, ce sont ses qualités de vol. Alors si on reste du point de vue de la manœuvrabilité, l'avion n'est pas aussi manœuvrant en combat qu'un F-16. Un F-16 sera toujours plus manœuvrant qu'un F-35. Même si le F-35 dispose d'une poussée très importante, puisqu'il embarque le moteur le plus puissant jamais monté sur un avion de combat, puisqu'il monte à 19 tonnes de poussée. L'avion est par ailleurs très facile à piloter, et particulièrement dans les phases de vol, de décollage et d'atterrissage vertical qui exigeaient auparavant un pilotage très délicat du arrière. Ça, c'est ce qui avait été démontré dans les phases de test par l'armée américaine. Le pilotage dans ces conditions-là est extrêmement simple. Donc ça, c'est quand même un bon point. Donc moi, il y a quand même des bonnes choses sur cet avion. Maintenant, on a des déboires qui ne sont toujours pas réglés. Tout cela, on le retrouve dans les rapports notamment du GAO. Voilà. On va en parler un petit peu de ce que j'ai trouvé dans le dernier rapport du GAO qui est sorti en 2021, donc cette année. J'avais regardé également celui de 2020.
Il y a de grosses inquiétudes de la part des représentants politiques américains sur les dérives du coût du programme. Alors, même si le prix d'achat est prévu de se stabiliser, c'est le coût de maintenance sur la durée de vie qui est aujourd'hui la principale préoccupation, au point de poser question sur la capacité des États-Unis à acheter le nombre d'avions prévus et d'en assumer le coût de maintenance sur la durée de vie de l'avion, au point que ça pourrait mettre en danger d'autres projets à l'avenir. Alors, la doctrine actuelle, elle a un peu changé par rapport à ce qu'on a dit au départ. On était sur du tout furtif. La doctrine actuelle parle plutôt maintenant de 60% d'avions furtifs et 40% d'avions classiques. Je pense que cette vision est un peu une utopie. On aura certainement moins d'avions furtifs, mais il y a des chances que l'US Air Force bascule avec davantage d'avions classiques qui pourraient être moins chers en ce qui concerne la maintenance et les coûts d'opération. On le voit, hein, l'US Air Force a acheté récemment des F-15EX. Il n'est pas du tout exclu à l'avenir que l'US Air Force achète des F-15EX supplémentaires et même des F-16 de nouvelle génération qui seraient de toute façon moins chers qu'un F-35. Il faut bien comprendre que les avions furtifs sont utiles en début de conflit, mais une fois que vous avez acquis la supériorité aérienne et que la voie est libre pour des avions avec des capacités d'emport plus importantes et moins furtifs, et dont le coût de possession sera forcément moindre, eh bien, ce sera quand même plus intéressant d'utiliser des avions qui ont une plus grosse capacité, même s'ils ne sont pas furtifs. Si en plus, ils sont moins chers à opérer. Il serait donc intéressant que l'US Air Force réfléchisse à augmenter la flotte de F-15 et de F-16 de nouvelle génération, qui ferait certainement un bien meilleur travail et pour moins cher que des F-35. Ça, après, c'est un point de vue personnel. Parlons un peu technique maintenant, on va parler du bloc 4. Le bloc 4, qu'est-ce que c'est ? Alors, le bloc 4, c'est un système de standard d'évolution logicielle qui permet de faire évoluer les capacités de l'avion. Alors, pour comprendre l'intérêt du bloc 4, il faut savoir que les avions de dernière génération sont mis à jour avec des améliorations logicielles. C'est aussi le cas du Rafale qui est passé par le standard F1, le standard F2, F3 et avec le F4 qui est en cours de développement. Sauf que le Rafale n'a jamais eu à faire face à autant de problèmes de développement que le F-35. Mais surtout les premiers blocs, les premières versions livrées du F-35 n'avaient même pas de capacité offensive et avaient pour but uniquement de débuter des tests en unité. Alors, initialement, ce fameux bloc 4 était prévu bien plus tôt pour 2023. Sauf que, à présent, on ne s'attend pas au bloc 4 avant, au mieux, 2027. Alors, les coûts ont été révisés en 2020, car ceux-ci ne prenaient même pas en compte tous les coûts. Il a fallu prendre en compte des coûts avant certaines dates et des coûts qui vont s'étaler, bien entendu, au-delà de ce qui était prévu. Alors, le développement pose de sérieux problèmes. Les premiers avions bloc 4 étaient prévus de sortir d'usine en 2023, mais les retards font qu'ils ne seront certainement pas équipés de bloc 4, puisque, comme je l'ai dit, les travaux sont retardés à 2027. Le bloc 4 sera la première version à capacité dite dual, c'est-à-dire une double capacité d'attaque classique et d'attaque nucléaire. Cette capacité nucléaire, soit dit en passant, elle est quand même très limitée puisqu'il s'agit d'embarquer la bombe classique B-61 qui est une bombe à chute libre. Autant dire, aucune capacité de tir à distance, ce qui est quand même un peu désuet comme méthode de bombardement. Mais c'est quand même un prérequis pour certains pays et c'est notamment un des arguments pour lesquels la Belgique a pris le F-35 parce que la Belgique a des bombes américaines dans le cadre de l'OTAN et il lui fallait un avion capable de larguer cette fameuse B-61, même si c'est complètement désuet aujourd'hui. Et il n'y a pas 36 000 avions qui permettent de larguer cette bombe. Ce qui explique en partie le choix de la Belgique. Autre contrainte par rapport au bloc 4, avant de pouvoir intégrer le bloc 4, il sera nécessaire de mettre à jour les avions au standard TR3, qui est une mise à jour de hardware et de software. Sauf que
tous les avions qui sont actuellement produits ne sont pas en standard TR3. Et donc ça va faire l'objet d'un programme qui est appelé C2D2, Continuous Capability Development and Delivery. Or, ce programme risque fort de coûter les yeux de la tête, notamment à cause du nombre d'avions importants à convertir. Il faut savoir que plus de 600 F-35 ont actuellement été développés. Certains sont encore au bloc 2, d'autres au bloc 3, et tous devront passer au bloc 4. Problème, c'est que le développement du bloc 4, d'après les rapports, est passé de 10,8 milliards de dollars à 14,4 milliards de dollars en 2021. 2450 F-35 sont prévus d'être produits au total. Si on fait un rapide calcul sur ce que ça représente par avion, on a un coût de 5,8 millions de dollars par avion, ce qui représente autant à ajouter sur le prix de l'avion initial. Sur le tableau que l'on a là, on a les différents blocs associés aux premières tranches de production de l'appareil, les LRIP, les Low Rate Initial Production. Donc vous avez le bloc 1 et le bloc 1A et 1B, ainsi que le 2A qui sont, comme vous voyez, en no weapon, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune capacité d'armement sur ces modèles-là. Ils étaient uniquement utilisés pour tester la cellule et définir les méthodes de pilotage de l'avion. Ce n'est qu'à partir du bloc 2B qu'on a commencé à voir apparaître l'utilisation de certains armements. Le bloc 3C est le bloc qui est défini minimum en fait pour la Navy. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que le passage au bloc 4, les pays devront payer pour passer leurs avions au bloc 4. Ce qui commence un petit peu à faire réfléchir pas mal de pays qui ont déjà des F-35, qui n'ont pas encore toute leur capacité de combat, et qui vont devoir passer au bloc 4, mais en allongeant un joli billet, quoi. Et ça pose problème. Et c'est pas le seul problème qui fait réfléchir pas mal de pays actuellement. On verra qu'il y a de gros problèmes de maintenance. Alors pourquoi un tel développement est si difficile et si cher? Parce qu'on peut se dire c'est que des lignes de code à créer. On crée un logiciel, ça doit pas être si compliqué et surtout aussi cher à faire. Le problème, c'est que le F-35 va très loin dans la fusion des données. Alors c'est un bon point, mais il va très loin et ça regroupe énormément de capteurs. Et le code comprenait initialement déjà des milliards de lignes de code, et le fait d'en rajouter de nouvelles au fur et à mesure qu'on met à jour l'avion, ça rendait le système pratiquement impossible à débugger, et ça posait également des problèmes de sécurité informatique. Par ailleurs, le langage qui avait été utilisé au départ était totalement dépassé, il était donc nécessaire de réécrire complètement tout le code depuis le début. Voilà pourquoi c'est aussi compliqué et aussi cher à mettre en œuvre. Sachant que pour pouvoir passer les avions en bloc 4, on l'a dit, il faut déjà les passer en standard TR3. Ce qui nécessite de changer énormément de systèmes à bord de l'avion, que ce soit des câblages, que ce soit des calculateurs. Et donc ça aussi, ça a un coût qui est non négligeable. Autre problématique du F-35, ce sont les retards dans la production normale. Quand je dis production normale, c'est le passage à la cadence de production élevée. 25% du nombre d'avions prévus est déjà produit ou sera produit en ce qu'on appelle LRIP, c'est Low Rate Programme. Donc c'est-à-dire c'est une cadence de production réduite. Actuellement, plus de 600 avions ont déjà été construits, sont sortis d'usine, et les soucis ne sont toujours pas réglés. La pleine cadence était initialement prévue pour décembre 2019, elle a été repoussée à une décision courant 2021. Donc on attend une décision cette année. Sauf que pour pouvoir passer à cette nouvelle cadence, des soucis devaient être réglés avant que cette décision ne soit prise. Le simulateur notamment devait être validé. Ce n'est toujours pas le cas. Vous savez, le fameux simulateur que les Américains ont tant vanté à la Suisse, en fait il n'est toujours pas prêt. Et certaines défaillances de l'avion sont loin d'être corrigées,
Le dernier rapport fait état de 864 défauts toujours ouverts sur l'avion, dont 656 défauts logiciels. Et parmi ces défauts, certains posent même des problèmes de sécurité. Et ça, c'est toujours pas réglé. On est actuellement avec un retard de 8 ans sur le programme et un dépassement, accrochez-vous bien, de 165 milliards de dollars par rapport au coût initialement prévu. C'est faramineux. 165 milliards de dollars par rapport au coût initialement prévu. Je vous laisse méditer sur ce montant. Mais ce n'est pas le seul problème. Vous avez encore d'autres problèmes. Ce sont maintenant des problèmes de qualité au niveau des pièces qui sont fournies par les fournisseurs. Le rapport fait état de seulement 3000 fournisseurs sur les 10 000 qui respectent les normes de qualité. Les livraisons prévues en 2022, à savoir 167 avions, sont plus élevées certes que les années passées. Ça représente 39% de plus qu'en 2021. Mais surtout, ce qui pose question, c'est la capacité du constructeur à accélérer les livraisons. Les objectifs annuels de livraison n'ont jamais été atteints par le constructeur. À l'heure actuelle, le maximum d'avions qui a été livré, c'était en 2019, c'était 134 avions. On n'est jamais passé au-dessus de ce chiffre lors des années précédentes, mais également depuis. En 2020, sur les 141 avions prévus, Lockheed Martin avait réduit son objectif à 124. En 2021, tous les avions sortis de chaîne ont été livrés en retard et le constructeur ne prévoit de n'en livrer que 158. La cause principale, alors il faut la trouver dans ces problèmes de qualité, mais pas seulement. Il y a également le Covid qui est passé par là et qui a aussi impacté, la production. Sauf que les critères ne sont toujours pas atteints pour lancer une production normale. Et le futur n'est pas encourageant du tout. L'exclusion de la Turquie, qui était un fournisseur de 1005 pièces de l'avion, oblige le constructeur à trouver de nouveaux fournisseurs. Pour l'instant, la Turquie va continuer à fabriquer des pièces jusqu'en 2022, le temps de faire la soudure. Sauf qu'il y a lieu de craindre quand même avec ce changement de fournisseur de nouveaux problèmes de qualité. Et pas seulement. Le GAO s'inquiète notamment du coût de cet impact, qui n'est pas encore connu. Il est simplement pour l'instant estimé jusqu'ici à 108 millions de dollars. Il sera certainement bien plus élevé car ce qu'indique le GAO, aucun prix n'a semble-t-il été négocié avec les nouveaux fournisseurs. Donc les prix des pièces risquent certainement d'augmenter par rapport au prix des pièces initialement pratiquées. Les moteurs ne sont pas exemples de défauts de qualité non plus. Alors, heureusement, cela n'impacte pas les délais de livraison des avions puisque les moteurs sont livrés avant que la cellule ne soit terminée. Toutefois, en 2020, 115 moteurs sur 136 ont été livrés en retard. Et le fabricant doit aussi faire face à une demande importante de pièces de rechange pour les appareils des utilisateurs déjà produits, conséquence notamment des problèmes de qualité sur le moteur également lors de la production initiale. Le plus surprenant, c'est qu'il n'est donné aucun dépassement de coût chiffré de la partie moteur. Alors, Pratt & Whitney et le bureau qui gère le programme JSF ont refusé de donner le coût réel des dépassements de coûts concernant le moteur. Ils n'acceptent aujourd'hui de donner que des dépassements sous forme de pourcentage, ce qui rend justement l'analyse des dépassements de coûts bien plus difficile et surtout opaque. Autre pirouette budgétaire, le moteur a été séparé du coût du développement de l'avion. Là aussi, pour certainement faire illusion d'un dépassement moindre. Donc vous avez une ligne de coût pour l'avion, et donc la cellule, et une ligne de coût pour le moteur. Mais on ne met pas tout ça ensemble, histoire de dire on a peut-être une facture qui est peut-être un peu moins salée. Bon, c'est juste une pirouette. Le GAO
est également très pessimiste quant à la capacité de l'avion à atteindre ses objectifs de fiabilité et de maintenabilité, même après avoir atteint sa maturité, et recommande notamment que les objectifs soient révisés à la baisse. En 2019, 7 millions de dollars avaient été alloués pour essayer d'améliorer ces points-là. En 2020, cette somme est passée à 40 millions de dollars. Alors, il est encore trop tôt pour dire si cela a suffi ou si cela devrait être reconduit, voire même augmenté dans les années suivantes. Vous imaginez bien que la somme est passée de 7 à 40 millions de dollars pour essayer de corriger ces problèmes-là. Le coût annuel de la maintenance et en acquisition par avion envisagé en 2036 est d'environ 6 millions de dollars par avion et par an, ce qui représente environ un tiers de plus qu'un Rafale en comparaison. Dollars par avion, je précise. D'où l'inquiétude que cela ne soit plus soutenable, même pour un budget aussi important que celui des États-Unis. Je ne parle même pas des clients étrangers. La pilule risque d'être difficile à avaler pour les clients étrangers à l'avenir. L'augmentation est passée en 2012 était de 1,11 milliard de dollars et passée à 1,27 milliard de dollars en 2020, soit une explosion de 150 milliards de dollars. Et il n'y a aucun accord actuel pour tenter de contrôler ces coûts. C'est ce que déplore le GAO. Donc même eux, ils s'inquiètent non seulement de la dérive des coûts qui est faramineuse, et surtout qu'il n'y a aucune tentative d'essayer de contrôler ces coûts. C'est quand même assez énorme. On va rester un peu dans la maintenance, on va parler des systèmes ALIS et ODIN. ALIS, A-L-I-S, signifie Autonomic Logistics Information System. Alors c'est quoi ALIS ? Il faut déjà comprendre ça. Il s'agit en fait d'un système de suivi de maintenance de nouvelle génération. En clair, souvent vous branchez un ordinateur à l'avion pour suivre l'état de l'avion. Et sauf que là, l'avion en fait va transmettre automatiquement les défaillances en vol, visiblement, un peu à la manière d'un ACARS, pour un avion de ligne qui transmet les pannes avant d'arriver au posé pour prévoir la maintenance à l'arrivée. Là, vous avez un peu le même principe. Donc, sur le principe, on se dit c'est bien, ça permet d'anticiper la maintenance. Sauf que ça pose certaines problématiques. Déjà, ça passe par des serveurs américains avant d'être redirigé vers les unités concernées. Donc tout transite par des serveurs américains, même pour les avions des pays étrangers. Et c'était notamment un des points soulevés sur les avions suisses, pour dire attention, on dépendra de plus en plus des Américains pour la maintenance des avions. Les Américains ont quasiment la main sur la maintenance des avions des pays clients. Ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire que le pays qui achète des F-35 n'a même pas sa propre autonomie pour assurer la maintenance de ses propres avions. Ça, c'est quand même un point important. Ce point est particulièrement problématique pour l'US Marine Corps. Pourquoi ? Parce qu'ils évoluent bien souvent sur des terrains sommaires où l'infrastructure est minimaliste. Et il en résulte notamment une perte d'autonomie sur la maintenance en zone opérationnelle. Forcément, vous devez passer par les serveurs, il faut que l'information vous revienne. Et quand vous êtes en zone opérationnelle, eh bien, c'est pas toujours possible d'avoir ces informations. Donc, ça pose un problème actuellement à l'US Marine Corps. Problème aussi, c'est que l'architecture est aujourd'hui totalement dépassée sur les avions actuellement produits, car elle est basée sur une architecture des années 90, d'où son remplacement par le système ODIN. On va en parler juste après. L'autre problème, c'est que Alice n'a jamais donné satisfaction et est responsable également de nombreux problèmes de disponibilité avec des avions régulièrement cloués au sol. Comme résumé dans le dernier rapport du GAO, c'est tel que c'est dit, hardware ancien, système d'exploitation ancien. Ça résume parfaitement Alice, qui est complètement dépassé. Donc ils ont lancé le programme ODIN, Operational Data Integrated Network. Prévu de remplacer complètement Alice, ODIN ne peut cependant fonctionner que sur les avions équipés TR3. Souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure que les F-35 déjà produits devaient tous être transformés en TR3 pour pouvoir disposer du Block 4, qui est le système de combat.
Et bien là, même pour la maintenance, il faut également basculer les avions en TR3. Sauf que les avions TR3 seront des appareils produits à partir du lot 15 et les avions ne sortiront des chaînes qu'en 2023. Donc vous avez des avions qui seront équipés TR3 en 2023, normalement, si tout va bien, mais qui ne pourront certainement pas être équipés du bloc 4. Voilà. Donc vous avez des avions qui ne sont toujours pas finis. Conclusion, tous les F-35 déjà produits et à produire en 2021 et 2022 devront être rénovés en TR3. Encore des coûts de mise à jour à prévoir. Les risques non résolus. Alors le GAO les énumère clairement. Il s'inquiète que le programme continue à dériver sur plusieurs points. Un nombre élevé de défauts toujours non résolus, on en a parlé. Des retards de production et des problèmes de qualité, on en a parlé également. Des problèmes sur la reprise de la production des pièces turques, on en a parlé également. Et le fait que l'avion n'atteint toujours pas les objectifs de fiabilité et de maintenabilité. Et ça, clairement, ça pose question au niveau du GAO. En conclusion, pour finir un peu tout ça, jamais un programme n'avait accumulé autant de retard ni de pertes. Alors certes, le GAO indique qu'il y a du mieux sur la maintenabilité des avions, mais quand on voit les coûts astronomiques des développements et des mises à jour prévues, il y a vraiment lieu de s'inquiéter de l'impact sur les clients export notamment, mais pas seulement. L'US Air Force et les forces armées américaines vont également lourdement en pâtir, au point de remettre en doute carrément le nombre d'avions prévus. Mais surtout, c'est de remettre complètement en doute les arguments avancés par la Suisse. Personne ne croit la Suisse quant aux arguments qu'ils ont avancés selon lesquels l'avion serait le plus rentable sur le long terme. Et quand on vous expose ce genre d'éléments qui sont des éléments qui sont issus des rapports du GAO américain, qui sont publics, on ne peut pas croire à ce que dit la Suisse. Ça va forcément augmenter. On a vraiment le sentiment que Biden a vendu un cadeau empoisonné à la Suisse. Et pourtant, les rapports du GAO sont publics, donc la Suisse devrait en avoir connaissance. Ce que j'ai lu récemment, selon le gouvernement suisse, il ne s'attend pas à de mauvaises surprises au niveau du prix de l'avion, car le prix est fixe, et que l'achat est géré par le gouvernement américain. C'est quand même un peu léger, c'est une totale confiance aux Américains qui n'arrivent même pas à enrayer les déboires du F-35. Sauf que le gouvernement lui-même ne parvient même pas à enrayer ses coûts futurs. Je trouve que la confiance, elle est quand même un peu aveugle. Parlons un peu des autres pays. Le Royaume-Uni, qui a déjà des F-35 qui sont embarqués sur son nouveau porte-avions, porte-aéronef plutôt. Le problème, c'est que le Royaume-Uni commence à freiner pour les futures commandes du F-35, et notamment du F-35B, qui est la version justement à décollage et atterrissage vertical. Sauf que le Royaume-Uni n'aura pas trop le choix. Il n'y a pas d'autre alternative à cet avion pour pouvoir être embarqué sur ce type de porte-avions. Donc le Royaume-Uni continuera à acheter des F-35B. Voilà. L'Espagne n'a toujours pas passé commande. Or, elle a des arrières à remplacer. Problème, c'est que vu les déboires de l'avion et vu le prix de l'avion, ça commence à être difficile pour son budget. Et l'Espagne va devoir donc faire un choix. Soit elle décide de prendre des F-35B pour remplacer ses arrières, soit elle abandonne complètement sa composante aéronavale. Est-ce que l'Espagne est prête à abandonner sa composante aéronavale ? Ça, après, c'est un choix politique. Mais l'Espagne se retrouve aujourd'hui un peu piégée par rapport à tout ça. Voilà. Au niveau des autres pays européens, l'Italie a également, est un peu dans le même cas de l'Espagne, mais l'Italie était un peu plus impliquée dans le programme dès le départ et a déjà des F-35. Donc l'Italie va continuer avec le F-35. Par contre, il y a de fortes chances que l'Italie revoie la commande totale à la baisse de ses avions. Les autres pays dans le Nord, je ne vais pas tous les énumérer, la Hollande est quand même très impliquée dans le programme et notamment assure la maintenance de certains F-35 d'autres pays. Donc, quelque part, la Hollande récupère sur son sol des dividendes un peu du F-35 puisqu'elle en assure un peu la maintenance.
Maintenant, est-ce que la Hollande achètera autant d'avions que ce qui était initialement prévu? Rien n'est moins sûr. Voilà. Donc voilà ce point que je voulais vous faire par rapport au F-35, de façon à avoir la vision de ce qui se dit aux États-Unis par rapport à ce programme, et de vous mettre en comparaison ce que la Suisse a pu dire sur cet avion. Et après, à vous de vous faire votre propre opinion sur cet avion. Alors le but, c'était pas de dire de qui du F-35 et du Rafale était meilleur, c'était pas le but du tout de cette vidéo, mais de vous mettre vraiment en lumière toutes les problématiques qu'il y a sur cet avion. C'est un avion qui est très en avance, certes, sur son temps, mais qui sur beaucoup de points est très en retard. Et qui risque de coûter vraiment les yeux de la tête à l'US Air Force et aux clients qui sont déjà engagés dedans. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que surtout vous avez appris des choses. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur internet, à aller chercher les rapports du GAO. Vous pouvez tous les retrouver, tous les rapports annuels du GAO. Donc chaque année, vous avez un rapport sur le F-35. Et n'hésitez pas à aller vous faire votre propre idée, à lire tous les rapports depuis le début et à voir surtout l'évolution des coûts. Et c'est cette évolution des coûts qui est quand même assez fantastique sur ce programme-là. Voilà. Et bien, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Disant qu'il est en cours de test, on n'arrive même pas à atteindre un niveau de performance minimum qui est exigé dans chacune des trois armées. C'est ça qui est quand même surprenant. On s'en approche néanmoins, surtout pour les versions de l'armée de l'air, du moins de l'US Air Force, le F-35A. Mais pour ce qui est de la performance actuelle pour le Full Mission Capable, on en est très très loin. On est même à 7% pour la version de la Navy. La raison principale, c'est que ce qui bloque la Navy, c'est le bloc. Actuellement, c'est un bloc 3 qu'ils ont. Tant qu'ils n'ont pas accès complètement au bloc 4, et ben en fait, ils n'ont pas de capacité complète. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire pour que le F-35 ait une disponibilité qui soit jugée satisfaisante. Et en attendant, eh ben, les Américains vont devoir payer et payer et payer pour essayer d'améliorer tout ça.